C'est vrai que là, il y a eu un vent de panique qui souffle sur la France. C'est parti de Bordeaux, mais évidemment, c'est pour l'ensemble du pays. L'urgence en France est en crise, clairement. Oui, l'hôpital public est en difficulté et évidemment les services d'urgence qui sont confrontés à l'arrivée imprévue de patients sont en difficulté également. Donc on espère bien sûr qu'on va pouvoir franchir les étapes qui viennent avec sérénité, mais on a besoin de plus d'effectifs, de plus de moyens et surtout de revoir l'organisation hospitalière. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est post-Covid, enfin on espère être post-Covid, on a parlé que de ça pendant des mois, voire des années, et en fait rien n'a changé. Alors, vous êtes en fait responsable du service urgence de l'hôpital de la Rivoisière. Vraiment, c'est la crise absolue. C'est la crise absolue. Il faut voir qu'à l'échelon national, c'est la crise. Il faut voir que les hôpitaux qui sont en difficulté, comme ceux de Bordeaux, Orléans, ne sont pas des petits hôpitaux, ce sont des gros hôpitaux, des hôpitaux références. Réputés en plus. Réputés, des CHU, donc c'est vraiment pas des petites structures. Donc quand une grosse structure comme un CHU ou des CHR comme Orléans sont en difficulté, c'est un nombre important de patients qui sont en difficulté. Je dis pour les patients, parce qu'on est là pour les patients. Et du coup, c'est l'accès aux soins qui est vraiment limité. Cette situation qu'on voit tant à Bordeaux ou à Orléans, c'est de faire du triage extrêmement dangereux parce que c'est pénalisant pour les patients avec un retard de prise en charge pour les soins. On est d'accord que là-bas à Bordeaux, c'est le SAMU par téléphone qui dit si oui ou non on peut se rendre aux urgences. Voilà. Si on n'a pas la validation du SAMU, on reste chez soi. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est dramatique. Mais il y a des abus aussi, hein, des gens qui téléphonent pour n'importe quoi. Oui, Bernard, là on va pas. Oui, mais ça la bobologie dont vous parlez, voilà, c'est quelques personnes, quelques cas qui effectivement préfèrent aller aux urgences plutôt que d'aller de soigner. Mais là, on parle de gens qui sont évidemment en situation de stress, de danger et de danger de mort. Comment on peut faire? C'est ça le problème sur lequel on alerte, parce qu'il faut quand même comprendre que la situation est unique de la manière dont ça se présente. Bien sûr, tous les ans, on alerte un petit peu sur les fermetures de lits, les fermetures d'hôpitaux, les difficultés liées à l'été. Là, la situation, elle est unique. Et je pense aussi à l'effet post-Covid qui fait que le manque d'infirmières, le manque d'effectifs ou c'est le désert un petit peu actuellement de l'accès aux soins, et malheureusement ça met en difficulté pour des situations urgentes. Un infarctus par exemple, il y a du retard à la prise en charge s'il ne peut pas avoir accès aux soins. Quel est le délai souhaitable ou idéal dans le cas d'une prise en charge d'un infarctus? C'est 10 minutes? Ah non, c'est moins que ça. En fait, moins que ça. Je dirais que c'est moins que ça pour appeler pour la douleur thoracique, les gens appellent. Mais la recommandation est fait qu'on arrive dans l'heure et dans l'heure et demie pour arriver au plus tôt. Mais c'est moins de 3 heures pour pouvoir accéder à un plateau de coronarographie. Donc on n'est pas en arrêt cardiaque là. On risque l'arrêt cardiaque à n'importe quel moment d'un infarctus, à n'importe quel moment. L'arrêt cardiaque, c'est un autre problème sur lequel les minutes comptent pour un arrêt cardiaque. C'est 6 minutes. Alors là, on arrive à l'été. Voilà, les gens partent en vacances. C'est des accidents de voiture, accidents de moto, accidents sur la plage, des noyades. Donc là, ça va être encore plus compliqué. On a un petit document à vous montrer. On en parle juste après. Des urgentistes marseillais qui travaillent à effectif réduit de moitié. Je suis inquiet pour l'été, pour les 2 mois à venir. Et à Paris, c'est un hôpital gériatrique qui met la clé sous la porte le temps des vacances. Des services hospitaliers au bord de la rupture partout en France, à la veille de l'été. Des médecins épuisés par la crise sanitaire ont fini par jeter l'éponge. Et pour la première fois dans ce grand CHU marseillais, impossible de remplir le planning de l'été. Au ministère de la Santé, on reconnaît des difficultés d'organisation dans les hôpitaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va faire comme pour les serveurs? On va faire appel à des docteurs étrangers? Alors, ça c'est une bonne question. Les médecins étrangers postulent et il y a des candidats, il y a des candidatures, parce que la France est quand même un pays attractif pour les médecins. On fait de la bonne médecine et on a des bons médecins étrangers qui peuvent travailler. Donc il faut ouvrir un petit peu cette vanne, parce que malheureusement, il faut quand même reconnaître que 30% des hôpitaux en France, ça c'est bien avant, fonctionnaient avec des médecins étrangers à diplôme étranger. Donc il faut quand même reconnaître qu'on a une médecine attractive. Le problème que vous soulevez, c'est surtout celui de l'intérim, où malheureusement, et c'est la situation qu'on voit pour l'été, c'est que même la totalité des agences d'intérim ne pourront pas arriver à remplir ces postes-là qui sont vacants en été. Parce que compte tenu de la formation médecin, infirmière, urgentiste, c'est des mois, c'est des années, bien évidemment. Là, aujourd'hui, si on réagit, le bénéfice ne sera pas maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez raison, il y a un problème chronique qui est lié au numerus clausus pour les médecins et à l'attractivité de la profession pour les paramédicaux. Et puis il y a un problème immédiat, c'est-à-dire aujourd'hui, 15 à 20% des lits hospitaliers sont fermés faute de personnel. Et malheureusement, pour traiter le manque de personnel, on ferme davantage de lits. Et donc la pression sur les personnels qui continuent à travailler augmente. Et de fait,
plutôt que de rester, ils finissent par partir aussi. Et donc, en fait, on est dans un cercle vicieux où le problème continue de s'aggraver. Donc, en fait, c'est une fois de plus, les hôpitaux privés qui ont pu se tourner seulement ceux qui ont les moyens, qui vont pouvoir faire soigner, et ceux qui se tournent vers le public, c'est malheureusement. Je ne sais pas ça ne va pas arranger la situation sociale. Je ne sais pas si c'est voulu, si c'est une stratégie voulue mais non annoncée, ou si malheureusement c'est la situation que l'on voudrait éviter. Mais de fait, effectivement, on est en train de développer un système à double vitesse, c'est-à-dire un hôpital public qui ne va s'occuper que des personnes qui n'ont pas les moyens ou entre guillemets des cas intéressants. Comme en Amérique. Et puis, on va dire la majorité des patients devront aller se faire soigner en hôpital privé. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette situation aurait pu être évitée si les pouvoirs publics avaient anticipé la crise, s'ils avaient peut-être respecté davantage les soignants, les considérant plus socialement, financièrement? Est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce qu'il y a un responsable? Selon vous, qui est le responsable? Alors, c'est une problématique depuis très longtemps. Donc, on ne peut pas dire que c'est ce gouvernement ni le précédent. Ça fait 10 ans. Une quinzaine d'années où, en fait, le seul critère comptable de gestion hospitalière est pris en charge. Et en fait, on oriente tout en fonction d'un objectif d'équilibre budgétaire pour l'hôpital public. Or, on sait que les besoins sanitaires de la population augmentent parce que la population vieillit, parce que de nouvelles maladies apparaissent, parce que on veut vivre en bonne santé et bien soigné. Donc, il faut accepter que l'hôpital public soit géré avec un certain déficit. Et en fait, le seul élément qui est utilisé pour équilibrer le budget hospitalier, c'est la réduction des lits et la réduction du personnel. Et ce que l'on peut regretter, c'est que la crise n'a rien fait changer à ça. C'est ça le problème. C'est que malgré tout ce qu'on a répété, rien n'a changé. Rien n'a changé. Juste, vous parlez du déficit, on va dire chronique de l'hôpital. Le président n'a pas cessé de dire je déploie 4 milliards, 6 milliards, 8 milliards, 20 milliards. Pourquoi il ne dit pas je mets 30 milliards sur la table? Puisqu'on sort les milliards comme on les trouve par terre. Alors, il n'y a pas qu'un problème financier. Bien sûr, il y a un problème d'argent. Il y a à revaloriser les revenus, notamment des professions les moins bien payées. Mais il y a surtout une attractivité du travail comme soignant à l'hôpital. Et il faut revoir l'organisation, la gestion. En fait, l'argent qui est mis pour financer l'hôpital public va essentiellement pour arroser des structures administratives en millefeuilles. Et en fait, on crée de nouveaux services qui créent de nouveaux besoins qui n'existaient pas. On crée des nécessités. Le pire, en fait. Voilà. Mais les soignants ne reçoivent rien au final. Est-ce que c'est vrai que les aides-soignants et soignantes français vont maintenant en Suisse, dans d'autres pays en Allemagne, parce qu'il y a 20 ou 30 ou 40% payés? Il y a une revalorisation. C'est vrai, ça? C'est vrai. Beaucoup de personnes vont à l'étranger parce que c'est mieux payé et parce que c'est mieux organisé. À l'hôpital public, un tiers des personnes qui travaillent à l'hôpital ne voient jamais de patients. Or, le problème, c'est eux qui ont les manettes de la décision. Ils prennent des décisions, notamment de fermeture de lits, sans jamais avoir connaissance de la réalité du terrain et de la pratique médicale. Bertrand, comment ça se passe en Belgique? Voilà, justement, en Belgique, c'est une problématique pour le coup que nous n'avons pas, parce qu'en Belgique, nous ne pratiquons pas de numerus clausus. Ce sera seulement pratiqué à partir de 2023. Donc, on accueille énormément d'étudiants français, un peu trop même, trouve-t-on, par rapport au gouvernement. Et il y a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais certains d'entre eux choisissent aussi de s'installer en Belgique, parce qu'ils s'y sont fait des amitiés, ils s'y sont fait des connaissances, et ça pose aussi un problème, pour le coup, parce qu'ils ne reviennent pas sur le territoire. Il y a un grand débat, c'est le personnel qui était suspendu à cause de la crise du Covid, qui ont refusé de se faire vacciner. C'est quoi? C'est 15 000 personnes, 150 à peu près. Est-ce qu'il ne faut pas déjà les réintégrer, ceux-là? Ben oui. Probablement oui. Non, mais attendez, c'est pas probablement. Même si, j'allais dire, il y a quand même un problème qu'il faut reconnaître, c'est que quand on travaille à l'oppital, il faut accepter un certain nombre de conditions, notamment pour protéger les autres. Oui, maintenant, j'entends aujourd'hui... Là, pour le coup, il y a une urgence. Bien sûr. Est-ce qu'on peut pas mettre de côté ce débat, c'est un débat qui a pourri d'ailleurs la France depuis maintenant 2 ans, on ne va pas se mentir. C'est peut-être le temps de les réintégrer, de dire voilà, il y a des gens qui vont peut-être mourir chez eux. On a la chance aujourd'hui que Omicron, on va dire, soit moins virulent, et notamment que la vaccination ne protège pas plus que ça contre le risque de contamination. Et donc, effectivement, on peut envisager que ces personnes travaillent. Malgré tout, je reste persuadé que, au départ, quand on rentre dans la profession de soignant, on doit quand même accepter un certain nombre de devoirs, et celui de vaccination pour protéger les autres, parce qu'on doit prendre en charge des personnes... On ne peut pas Béatrice, on ne peut pas revenir le débat. On ne va pas continuer à laisser Béatrice, on ne va pas revenir le débat. On verra ce qui va être fait par la nouvelle équipe en place. Juste, là, déjà, les urgences sont saturées. On en a parlé un peu hier, mais
on en reparle beaucoup aujourd'hui, les gens sont en panique à cause de la variole du singe. Il y a un cas. On avait dit qu'il y avait 3 Chinois qui toussaient, résultat, tout le monde s'est arrêté. Donc, ce matin. Là, est-ce qu'on doit se rassurer ou est-ce que on va s'inquiéter? Alors, la variole du singe est une maladie très rare qui est venue d'Afrique. Effectivement, actuellement, nous assistons à une contamination interhumaine. Alors, la contagiosité se fait essentiellement par contact direct, rapproché, prolongé avec les liquides biologiques et notamment la peau. Donc, à travers les vésicules. Donc, le risque de contamination par voie aérienne sur le lieu de travail, en prenant le transport en commun, est quasi nul. Ou la pustule qui éclate. La pustule qui éclate dans l'air, non. Il faut vraiment un contact cutané proche. Professeur, il y a une psychose qui est en train de naître, on ne va pas se mentir, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir un bouton, ou même la varicelle, qui vont se précipiter aux urgences, parce qu'ils pensent qu'ils ont la variole du singe. Oui, voilà. Ce qui va contribuer à engorger encore un peu plus les urgences. Oui, c'est ça. On amplifie. Alors, et c'est vrai que maintenant, la population est habituée au Covid. On a vu un petit peu, et je ne rentrerai pas dans le débat de la vaccination, c'est pas le sujet. Effectivement, on contrôle les choses. On est au début un petit peu d'une maladie qui peut se répandre, c'est vrai, qu'on connaît maintenant. Il faut quand même reconnaître que pour la population, le message, c'est de dire, on a peut-être tout le monde à 2 ans d'expérience de savoir comment on fait pour se protéger. Peut-être qu'il y aura à nouveau une vague et on va essayer de se protéger de la même manière. C'est ça. Pour répondre à votre question sur est-ce qu'il faut faire revenir les soignants que vous avez posée, oui, la réponse est oui, clairement. Il faut les faire revenir. Ça ne va pas résoudre le problème, mais oui, il faut les faire revenir parce qu'on a besoin. Juste concrètement, pour les gens qui nous regardent, je suis chez moi, je ne me sens pas bien, je vais vraiment pas bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me présente aux urgences? Est-ce que j'appelle le SAMU? Donc je dois appeler d'abord le SAMU. Ou le SAMU ou votre médecin traitant, parce que vous pouvez vous sentir des choses. Les médecins traitants sont là, ils sont présents, on les oublie. Et très souvent, nous, on a aux urgences cette espèce d'afflux inutile de gens qui pourraient aller voir leur médecin traitant et qui viennent aux urgences. Ils sont inquiets, on comprend, on est là aussi pour les rassurer. Mais le rôle du médecin traitant est important et primordial. Donc il faut aller voir son médecin traitant.